Correspondance, Martine Jacob. Aujourd'hui, Correspondance est consacrée à Chateaubriand. Il s'agit d'une correspondance particulière, une correspondance que Chateaubriand entretiendra avec une femme dont l'amitié, l'admiration se transformeront en véritable amour. De son côté, Chateaubriand se prête au jeu d'une séduction épistolaire qui évoluera vers un amour, le dernier qu'il vivra, sans avoir jamais rencontré cette discrète amoureuse. Elle est marquise, elle vit dans un château aux alentours de Viviers, dans le Vivarais. Elle s'est mariée à l'âge de 15 ans avec un gentilhomme du Languedoc qui vit à Toulouse, où ses fonctions d'inspecteur des douanes le retiennent. La marquise vit seule, dans son château, et elle rêve de Chateaubriand, pour lequel elle voue depuis sa tendre jeunesse une admiration, un enthousiasme, un amour. Ces sentiments secrets, elle les a gardés une dizaine d'années, avant de se décider, un jour du mois de mars 1816, à écrire à François-René, vicomte de Chateaubriand. Écrire à Chateaubriand. Combien de fois avait-elle déchiré les lettres prêtes à être postées ? Ce 15 mars 1816, la lettre que je vous propose atteindra François-René, vicomte de Chateaubriand. Mars 1816. Monsieur le vicomte, j'ai trouvé chez moi, parmi de vieux papiers négligés, un petit manuscrit dont la lecture m'a vivement intéressé. C'est, à ce qu'il m'a paru, la copie d'une correspondance qu'on avait voulu soustraire aux profanations révolutionnaires, mais qu'on avait pu se résoudre à sacrifier tout à fait. L'élégance et la pureté du style de ces lettres, les nobles sentiments dont elles sont remplies et le tableau consolant et mélancolique qu'offre leur ensemble dans un espace de 33 années, me donnèrent le désir de les faire imprimer, en changeant toutefois le nom des lieux et des personnes, par respect pour ces dernières, s'il en existait encore. Je n'ai point de notion là-dessus, parce que j'habite le Vivarais, où je suis née, et que je ne connais personne en Bretagne, d'où ces lettres ont été écrites. Une seconde lecture de mon petit manuscrit me fit naître un doute qui changea mon projet. Plusieurs passages de ces lettres dans lesquels se trouve votre nom me firent imaginer que la dame qui les avait écrites pouvait être votre parente. Cette pensée me rendit le manuscrit bien plus précieux, et quoiqu'il n'y eût point d'apparence que j'eusse jamais l'honneur de vous voir, je résolus de n'en disposer qu'après m'être assuré qu'il n'avait point d'intérêt pour vous. J'aurai donc l'avantage de vous le remettre, si vous désirez le lire. Mais, pour ne pas vous obliger à cette lecture inutilement, voici quelques mots qui vous en dispenseront peut-être. L'auteur de ces lettres se nommait la marquise de P. Elle habitait Auray, et deux terres dont l'une se nommait Le Lardet et l'autre Lanouan. Elle avait passé ses premières années à Chateaubriand et était nièce de monsieur de la Chalotais. Si à ces renseignements vous reconnaissez en effet, monsieur le vicomte, une personne dont le souvenir vous soit cher, je serais bien heureuse de pouvoir vous en offrir cet intéressant vestige. Vous le recevrez comme un gage des sentiments de respect et de reconnaissance que je vous ai voués avec tous les vrais Français. Veuillez bien en agréer la sincère assurance et celle de la haute considération avec laquelle je vous tiens. Chateaubriand lui répondra. Le lendemain, le vicomte de Chateaubriand aura l'honneur de passer chez madame la marquise. Il la remercie des détails qu'elle a bien voulu lui donner. Il la prie d'agréer l'hommage de son respect. De Chateaubriand. La marquise ne tarde pas. Paris, le 18 mars 1816. Monsieur le vicomte, ce matin à mon réveil, j'ai reçu votre billet de samedi qui m'annonçait que j'aurais l'honneur de vous voir sans en fixer le moment.
J'ai supposé que ce serait peut-être aujourd'hui ou demain, et j'ai résolu de passer plusieurs jours sans sortir. Mais peu de moments après, j'ai reçu un courrier de ma tante, partie cette nuit pour la Picardie et arrêtée près de Beauvais où sa voiture a été renversée et brisée. Je suis partie sur le champ pour aller la chercher. Pardonnez-moi, monsieur le vicomte, de ne vous avoir pas écrit pour vous prévenir de mon absence. Cette bonne pensée ne m'est pas venue. Je suis partie en toute hâte et préoccupée d'inquiétude et de regret. Ce soir, à mon retour, j'ai trouvé votre carte. Je conclus, de votre billet, de votre visite, que mon manuscrit vous intéresse, en effet. Et je me réjouis de tout mon cœur de pouvoir vous en faire l'hommage. Tous les Français vous offrent celui de leur reconnaissance pour les bons sentiments et les douces émotions qu'ils vous doivent. Ceux que vous avez consolés dans leur peine peuvent vous en vouer une plus spéciale encore. Votre temps est trop précieux, monsieur le vicomte, pour que j'ose vous demander une seconde visite. Si vous me la destiniez, je voudrais en savoir le moment. Mais je me bornerai à vous envoyer le manuscrit. S'il vous intéresse, vous le garderez tout à fait. S'il vous est étranger, ne vous donnez pas la peine de me le renvoyer, je l'enverrai chercher chez vous avant mon départ. Veuillez agréer. Chateaubriand répond, le 19 mars 1816. Selon toutes les apparences, madame, le manuscrit n'intéresse personne de ma famille, mais j'ai à vous remercier de votre politesse, puisque vous voulez bien me le permettre, madame, et me laisser le choix du jour. J'aurai l'honneur de passer chez vous samedi 29 à midi. Agréez, madame, je vous en prie, l'hommage de mon respect. La marquise de V, qui finira par signer ses lettres du nom de Marie, a 50 ans. Elle n'ose avouer son âge à Chateaubriand, qui la croit jeune et belle, de peur de briser le rêve. Alors elle entretiendra ce mystère en déclinant toute rencontre. 14 novembre 1827. Lettre de Marie au vicomte de Chateaubriand. Monsieur le vicomte, depuis que je sais aimer et honorer quelque chose, vous avez tout mon respect et tout mon attachement. À mesure que votre caractère public s'est développé, ces sentiments se sont fortifiés dans mon cœur et ils y ont enfin jeté de si profondes racines que je me crois quelque droit à votre bienveillance parce que, depuis bien des années, les principaux événements de votre vie forment un des plus chers intérêts de la mienne. Depuis que notre ami commun, M. Hyde de Neuville, est revenu des pays étrangers, il m'a donné de vos nouvelles de loin en loin. Mais le voilà trop occupé des élections pour que je puisse en attendre ni même lui en demander. Cependant, je viens de lire, dans le journal des débats du 9 novembre, la lettre que vous avez adressée au rédacteur du Courrier. Mes yeux se sont mouillés de larmes en y voyant que votre santé est altérée par un travail excessif et par les vives inquiétudes que vous cause une autre santé qui vous est plus chère que la vôtre. En prenant, monsieur, la liberté de vous écrire et de vous dérober quelques minutes d'un temps toujours si précieux, et dans ce moment si péniblement employé, je serais coupable d'une indiscrète présomption si le sentiment qui dicte ma lettre n'était pas de ceux qu'il est toujours doux et honorable d'inspirer et d'accueillir. Vous êtes fait pour en être touché, et j'en suis si persuadé que j'ose vous en demander une preuve. Remettez ma lettre à votre secrétaire et recommandez-lui de m'adresser tous les 15 jours 2 lignes en forme de bulletin qui me tirent d'inquiétude sur votre santé et sur madame de Chateaubriand. Cependant, monsieur, si vous ne jugez pas à propos d'accorder un soin si obligeant à une personne qui vous est étrangère et qui probablement ne vous verra jamais, je vous prie au moins de juger ma lettre d'après les circonstances qui me sont personnelles et non d'après les règles générales de la bienséance. Je ne crois cependant pas les enfreindre aujourd'hui. Il me paraît simple de vous demander de vos nouvelles et juste que vous m'en fassiez donner, car j'ai passé beaucoup d'années, je ne dis pas à vous admirer, l'admiration ne me donnerait aucun droit particulier auprès de vous, mais à vous chérir avec une attention que rien n'a pu détourner. D'ailleurs, qui peut mieux que vous justifier une exception et combien de fois ne devez-vous pas avoir reçu des marques d'attachement de personnes auxquelles le sort, ainsi qu'à moi, a refusé le bien de vous connaître et d'obtenir votre affection.
Recevez donc avec bienveillance l'assurance du profond attachement que je vous ai voué pour toujours et celle des vœux que je ne cesse de former pour votre bonheur. J'ai l'honneur d'être avec un tendre respect, monsieur le vicomte, votre très humble servante, la marquise de V. Le 24 novembre 1827, Chateaubriand prend sa plume. Il écrit à la marquise. Madame la marquise, j'espère que vous n'avez pas cru sérieusement que je laisserais à mon secrétaire l'honneur de vous répondre. Votre lettre, madame, m'a pénétré de reconnaissance. J'accepte cordialement votre amitié étrangère. Elle remplacera celle de tant de vieux amis qui ont fui avec la fortune. Je vais donc sur le champ vous donner les ennuis de l'intimité. Madame de Chateaubriand est un peu moins souffrante, ma santé est aussi un peu meilleure. Tout cela est à charge de revanche, madame la marquise. Vous allez être obligée de me dire ce que vous faites, comment vous vous portez, ce que vous pensez. Mais ne sais-je pas d'avance ce que doit être l'ami de M. Hyde de Neuville ? Réjouissez-vous, madame. Le voilà nommé dans la Mayenne. Il viendra nous aider à débarrasser la France des seuls ennemis qui restent au roi, les ministres. Je voudrais bien, madame, que mon écriture ressemblât à la vôtre. Mais voilà déjà un des inconvénients de mon amitié. Votre écriture est toute jeune, la mienne est vieille comme moi. Il vous faudra beaucoup de temps pour apprendre à la lire. Je suis presque tentée de désirer de n'être jamais connue de vous. J'aime trop vos illusions, madame, pour n'avoir pas peur de les dissiper par ma présence. Si vous m'écrivez de grâce, ne me parlez plus de respect. C'est moi, madame, qui mets le mien à vos pieds, avec les tendres hommages que vous me permettez de vous offrir. Chateaubriand. La comtesse ne tarde pas. Le 28 novembre 1827, Monsieur le vicomte, je vous remercie 1000 fois de m'avoir appris que Madame de Chateaubriand est mieux portante et que vous êtes vous-même plus content de votre santé. Je dois marquer le jour où j'ai reçu votre lettre avec une pierre blanche. Je n'ose pas vous dire combien le nombre de ces jours est petit parmi celui des miens. Lorsque, dans le premier moment d'alarme où me jeta la nouvelle de votre chagrin et de l'altération de votre santé, je vous écrivis pour vous offrir l'hommage du profond intérêt que j'y prenais et pour vous prier de me faire donner de vos nouvelles et de celles de Madame de Chateaubriand, je crus faire une chose juste et simple. Cependant, la crainte que ma lettre vous parût peu convenable traversa mon esprit au moment même où j'écrivais. La réflexion fortifia cette crainte et l'élection de M. Hyde de Neuville ne put m'en distraire. Votre pensée ne me quittait pas. Je faisais et refaisais souvent, intérieurement, la réponse que j'espérais recevoir de vous. D'abord telle que je la désirais, ensuite telle qu'il était probable qu'elle serait, et plus tard telle que je la craignais. Enfin, j'avais fini par me résigner à n'en point avoir du tout. Je me souvenais que ma lettre s'était trouvée plus affectueuse que je n'avais d'abord compté la faire. Dès lors, vous n'étiez pas homme à l'abandonner à un secrétaire. Cependant, en y pensant bien,
Je ne pouvais supposer qu'un nom qui vous était inconnu obtiendrait de vous des égards de sentiment jusqu'à vous faire sacrifier une partie de votre temps et entrer en correspondance avec une étrangère. Je pensais donc que je n'aurais de vous que des remerciements aimables et pleins de bonté, et que vous en chargeriez M. Hyde de Neuville lorsque vous le reverriez. Ce matin, parmi les lettres qu'on m'apporte, j'en vois une qui me frappe. Une écriture qui m'est étrangère, sur le cachet des lettres initiales qui ne me l'ont jamais été, m'annonce bien vite de qui elle me vient. Alors le cœur me manque, et je n'ose plus l'ouvrir. Bien que je ne sois pas très heureuse, je suis, je crois, difficile en bonheur. Ce mot de la Bruyère, il est malaisé d'être content de quelqu'un, me revenait pour m'effrayer. Je sentais que j'allais recevoir une décision bien plus importante pour moi que si elle eût fixé les plus grands intérêts de ma vie extérieure. Je tâchais de me fortifier contre la perte d'une espérance trop douce. Je la jugeais moi-même chimérique. J'ouvre enfin cette lettre si désirée et maintenant si redoutée. Un coup d'œil rapide me montre qu'elle est longue, qu'elle est de votre main. Je vois briller ce nom chéri, synonyme de tout ce qu'il y a de plus noble et de plus beau dans ce monde, et les mots de reconnaissance, d'amitié, de tendre hommage frappent mes yeux et mon cœur. Mon Dieu, que ce moment m'a été doux. Je ne connaissais pas le tumulte d'idées et de sentiments dans lequel jette un bonheur inattendu. Il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Mais est-il vrai, monsieur le vicomte, qu'avec la généreuse confiance de l'âme la plus belle qui fut jamais, vous acceptiez une affection étrangère et lui remettiez le soin de remplacer les ingrats qui vous ont fui? Avec quelle vive et profonde reconnaissance je reçois cet honneur. Avec quel plaisir j'ose vous donner l'assurance que je le mérite. Tout le monde sans doute vous admire et vous honore. Beaucoup de personnes vous aiment, mais aucune ne saura vous chérir mieux que moi. Vous me demandez ce que je pense. Cette question que votre bonté m'adresse est un bonheur de plus pour moi. Je n'aurais jamais osé vous entretenir avec quelques détails des sentiments que je vous ai voués depuis mon enfance. Ils ont toujours rempli mon cœur et tenu une si grande place dans ma vie qu'ils se répandent quelquefois dans mes conversations et surtout dans mes lettres. Le hasard m'en a fait retrouver plusieurs ici, écrites à diverses personnes, en différentes circonstances et à des époques très éloignées. En copiant pour vous, monsieur le vicomte, quelques-uns des passages où je parle de vous, vous verrez non seulement ce que je pense à présent, mais ce que j'ai toujours pensé. Alors mes inquiétudes du 13 novembre, la lettre qu'elles me poussèrent à vous écrire, la joie que j'ai ressentie de votre réponse et l'éloignement où je suis resté de vous seront expliquées par l'existence d'un attachement qui, pour être extraordinaire, n'en est pas moins fidèle et inaltérable. Du 29 novembre. Monsieur le vicomte, ce matin, à mon réveil, la pensée que vous êtes plus heureux et mieux portant, que vous connaissez mes sentiments, que vous en êtes touché, que vous les acceptez et que vous me l'avez écrit, ne m'a plus semblé qu'un beau rêve. Mais la vue de votre lettre que j'ai déjà relue tant de fois m'a rassuré sur la réalité d'une situation si douce. J'ai aussi relu ma lettre et j'ai pensé qu'il fallait la refaire. Mais ce changement m'a laissé encore plus mécontente. Cette nouvelle lettre était sèche, froide et comme menteuse. Je l'ai jetée dans le feu, celle-ci partira. Pourquoi vous cacherais-je une partie de mes sentiments? Et quel intérêt pourriez-vous prendre à moi si vous les ignoriez? Mon nom ne vous présente point d'image, il ne vous rappelle aucun souvenir, il ne vous offre aucune espérance. Mon existence relativement à vous n'a d'autre réalité que celle d'un écho que vous entendriez répéter votre nom dans la solitude. Malgré ces raisons avec lesquelles je m'encourage, je n'ose vous envoyer tant d'écritures à la fois. Et ce sera le courrier de demain qui vous portera les copies dans lesquelles vous verrez ce que je pense. Adieu, monsieur le vicomte. Adieu, vous que depuis si longtemps j'ai nommé mon étoile chérie. Si je ne vous étais pas inconnu, je remplacerai à la fin de ma lettre la formule d'usage que vous repoussez par celle d'Henri IV. Mon cher monsieur de Beuvron, faites-moi ce bien de m'aimer. Mais puisqu'il n'en peut être ainsi, je me borne à vous souhaiter un bonheur
inaltérable. Marquise de V. Paris, le 12 janvier 1828. Chateaubriand écrit : Vous dirais-je que votre lettre m'a touché jusqu'aux larmes ? Est-il possible que vous aimiez si profondément, si sincèrement, un étranger, un homme que vous n'avez jamais vu, qui n'est entré dans aucun des secrets de votre vie, qui ne se mêle à aucun de vos souvenirs et à qui vous seriez obligé de raconter votre histoire depuis votre berceau jusqu'au jour où vous avez commencé à m'écrire ? Je vous le dis avec joie et vérité, que ce bonheur inattendu effacerait en moi le souvenir de bien des jours pénibles et rendrait plein de charme mes derniers jours. Il me semble à mon tour que je vous ai vu, votre ciel d'hiver, vos montagnes, vos vallées, vos grands arbres auprès d'un ruisseau. Je vois tout cela. Mais il me prend une crainte, je vous la confie naïvement. Devons-nous détruire notre roman ? Dois-je vous voir ? Serais-je semblable à la vision que vous avez eue ? Dans la jeunesse, on est présomptueux. Il y a je ne sais quoi dans les jeunes années qui se sent fait pour être aimé. À mon âge, on est timide, on craint de se montrer. Vous souvenez-vous du récit que fait Jean-Jacques Rousseau de ces voix mélodieuses qu'il entendit dans un couvent à Venise ? Il prêtait aux divinités de ses chants une beauté et des grâces divines. Et puis il vit sortir de petites filles affreusement laides, borgnes, boiteuses, bossues. Si je n'allais être pour vous qu'une voix, réfléchissez-y avant que nous nous voyions. Comment ? Je vous ai écrit un billet en 1817 ? Je n'en savais pas un mot. Je suis allé chez vous. Que ne disiez-vous cela tout de suite ? Savez-vous que Haydée de Neuville est ici ? Je n'ose lui parler de vous en vérité, je ne sais pourquoi. Bien des gens me croient dans ce moment occupé de politique et de ministère. Et c'est avec une sorte de félicité que j'écris à une femme qui m'est inconnue. Je lui écris du fond de ma solitude, car j'habite aussi une solitude. Un hospice que Madame de Chateaubriand et moi avons établi pour de pauvres femmes et de vieux prêtres à une barrière de Paris. J'ai un grand enclos comme un chartreux, où je fais planter une allée droite et longue comme autrefois, et qui dans 100 ans prêtera son ombre à quelques vieillards descendus de l'autel, faute de pouvoir achever le sacrifice. Maintenant vous savez d'où je vous écris, comme je sais d'où me viennent vos lettres. Vous voyez que je m'y plais. Voilà un long bavardage. Votre empire sur moi est singulier. Je n'ai pu de ma vie écrire une lettre de 2 pages. N'ai-je pas raison de dire que vous êtes le brillant fantôme de ma jeunesse ? Vous m'apparaissez comme le fantôme des rois de France, lorsque je vais bientôt mourir. J'attends une réponse de mon ami Chateaubriand. Paris, le 31 mai 1829. À Monsieur de Chateaubriand. Mon frère, vous m'avez trompé involontairement. J'ignorais votre âge, à 7 ou 8 ans près. Quel qu'il eût été, je vous aurais adressé ma première lettre telle qu'elle était. Mais, dès le commencement de votre correspondance, vous m'avez si souvent parlé de vos années, de vos cheveux blancs, que mes idées ayant suivi cette direction, j'adressai librement à celui que vous me représentiez l'hommage d'une tendresse dévouée, comme si cet hommage était flatteur pour lui, sans être malséant pour moi. Vous êtes plus jeune que je ne croyais. Vous paraissez plus jeune que vous n'êtes, et mes lettres sont inconvenantes. Mon orgueil en souffre. Vous me consolerez aisément, me traitant comme une femme qui voit ce qu'elle est et sent ce qu'elle vaut. Cette peine d'amour-propre troubla hier le bonheur que j'aurais eu à vous voir, qu'elle soit oubliée. Que n'êtes-vous plus jeune encore, ô mon frère, pour la gloire de notre pays et le bonheur de ceux que vous honorez en les aimant. Que l'erreur où j'étais ne vous surprenne pas, il y a toujours eu un peu de folie dans ma manière de vous aimer. Je ne m'informais jamais des circonstances qui vous étaient personnelles et ne parlais de vous que dans des discussions générales. J'ignore de vous ce que tout le monde en sait. Je n'ai pas voulu lire vos derniers ouvrages. Il y a 4 ans que la lecture de l'itinéraire me ramena trop à vous. En vous lisant, on éprouve une admiration passionnée qui détourne de tout
et l'âme s'abreuve d'une sorte de tendresse vague, qui ne trouve rien digne d'elle et ne sait où s'attacher. 4 juin, ma lettre commencée le 17 avril et finie à Paris le 5 mai est sûrement revenue entre vos mains. Vous savez à présent pourquoi je suis ici et depuis quand j'y suis. Cette lettre complète le tableau de mon sentiment pour vous. Ce sentiment fut, je crois, unique comme son objet, que maintenant il demeure muet. Dans ma montagne, il avait pour témoin un ciel pur et une nature grande et paisible, et pour confident, vous. Ici, tout le refoule et l'oppresse, il accable ma vie, je l'éteindrais si je pouvais. Ne me croyez pas injuste, non. Je sais que les objets chéris de vos regrets, joints aux exigences de votre position, ne vous laissent point de temps pour moi. Mais si vous m'aviez envoyé une des feuilles de vos arbres, j'aurais su que vous ne m'aviez pas oublié dès les premiers jours. 7 juin, je vous ai revu, aimable, doux et triste. Vous m'avez dit souvent « Je vous aime tendrement ». Mon cœur est presque consolé. Samedi, j'oubliais de vous dire que M. de Neuville m'avait engagé à ne pas manquer son mardi parce que, dit-il, « J'ai un cadeau à vous faire. Je vous présenterai M. de Chateaubriand et vous ferez faire connaissance avec lui. » Je ne répondis pas, mais je m'inclinai en signe de remerciement. Personne ne connaît mieux que M. de Neuville mon sentiment pour vous. Pourtant, je ne lui ai pas parlé de notre correspondance, de peur qu'il m'accusât d'être romanesque. Je hais les grands salons, mais j'irai chez M. de Neuville parce que je ne veux pas perdre une occasion de vous voir. Je préviens donc mon cher maître que sa nouvelle sœur lui sera présentée demain. L'entrevue qui rapprocha la marquise de Vichy à Chateaubriand romput le charme, le mystère, et la correspondance cessa. Chateaubriand et la marquise moururent la même année, en 1848. C'était Correspondance.
émission préparée et présentée par Martine Jacob.